Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu au micro, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mordu. Aujourd'hui, on parle verticalité, escalade, mais pas seulement. On parle de peur, de flow, d'échec, d'amitié, de cordée et de cette capacité à rêver grand, quitte à aller dormir à 800 mètres au-dessus du sol. J'ai le plaisir de recevoir Laura Pinault. Laura, c'est une grimpeuse aventurière. Elle découvre l'escalade à 17 ans en psychobloc au-dessus de l'eau sur les traces de Patrick Edlinger. Quelques années plus tard, elle part aux États-Unis découvrir les fissures du Yosemite et finit par dormir sur El Capitan, suspendu dans le vide. Dans cet épisode, on parle d'escalade en fissures et de big wall, de culture américaine et de rapport à l'échec, de flow, ce moment où tout disparaît, sauf le mouvement suivant, de mixité, de transmission et de ce nouveau projet un peu fou, l'ultra escalade. Vous allez voir, c'est un épisode intense, sincère. Allez, let's go! On vous emmène là-haut. Salut Laura, bienvenue sur Mordu. Merci de m'accueillir sur ce podcast, c'est un grand plaisir. Comment t'as commencé, comment t'as démarré tes premières ascensions, tes premiers, tu vas nous raconter ça, vas-y. Écoute, avec plaisir. Moi, j'avais déjà découvert quand même l'escalade dans mes périodes un petit peu collégiennes, vers 14-15 ans. On en faisait à l'école. Moi, j'aimais assez ça, vu que moi, je suis sportive. Donc, tous les sports qu'on me faisait faire, pas de souci, j'adorais. Mais j'ai pas forcément accroché. Et en fait, j'ai découvert l'escalade plutôt, moi, je dirais, à 17 ans. Dans la grotte de Saint-Père à Toulon, dans le sud de la France, de là où j'ai grandi et j'ai passé un peu toute mon enfance. Et en fait, il y a une journée d'été 2017 où il y a un grimpeur qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a dit tiens, je vois que tu grimpes les rochers, viens avec moi, je vais te montrer les séquences. Et en fait, on a fait 4 heures de grimpe le long de la côte. Il m'a montré des séquences et il y a des endroits, je tombais dans l'eau, je remontais quand j'y arrivais pas, je tombais, je remontais, je tombais, je remontais. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai tellement adoré ça que pendant 15 jours, tous les jours, j'en ai fait, jusqu'au moment où j'ai un autre copain qui m'a dit si l'année prochaine, tu veux revenir un peu plus forte et réussir ces passages difficiles, il va peut-être falloir que tu te mettes au bloc en intérieur et c'est ça qui va te rendre plus forte pour l'année d'après. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté. Et ça, ta première expérience de l'escalade, bon là, c'est encordé avec les baudriers, c'est pas du bloc, c'est vraiment de l'ascension montagne. J'ai fait du psychobloc. Ce qu'on appelle le psychobloc, c'est de l'escalade au-dessus de l'eau. C'est-à-dire, en fait, c'est une pratique pas du tout commune que, en fait, très peu de grimpeurs font. Donc, de commencer l'escalade comme ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui font ça, où, en fait, on grimpe au-dessus de l'eau avec, par exemple, 10 mètres de fond et on peut grimper des parois qui font entre 5 et 20 mètres et on grimpe jusqu'au moment où on tombe. Donc, c'est quand même une escalade engagée parce que quand on est à 15 mètres de haut... Attends, t'as 17 ans. Ouais. Et donc là, on te dit, tu vas monter à 10-15 mètres de haut et tu tombes dans l'eau quand ça arrive, quoi. Non, mais au début, Attends, personne ne monte à 10 mètres de haut les premières fois parce qu'on est tétanisé, qu'on a trop peur. Non, je pense que mon premier été où j'ai fait ça, moi, je vais monter à 6 mètres maximum, pas plus, parce que déjà, j'avais pas l'endurance dans les bras, j'avais pas la force dans les doigts pour tenir aussi longtemps et grimper 10 mètres de mur vertical de toute façon. Donc moi, j'étais à peu près à 5-6 mètres de haut, mais c'est pour t'expliquer que ces parois sur lesquelles je grimpais pouvaient aller jusqu'à 15-20 mètres de haut. Moi, quand tu me racontes ça, j'ai des images de Patrick Edlinger, qui est un des premiers grimpeurs français qui faisait du free solo, c'est-à-dire qui grimpait au-dessus de l'eau ou pas d'ailleurs. Il y a des super images de lui, je crois d'ailleurs. J'ai des images dans les calanques de à Marseille. l'Arcade, justement. Non, mais c'est l'endroit où j'ai commencé à grimper, c'est l'endroit où il a grimpé, justement. Et en fait, il y a un film qui est sorti à la verticale de soi, ou non, La vie au bout des doigts, excuse-moi. En fait, il y en a 2, mais c'est en fait un film qu'on peut trouver sur YouTube de Patrick Edlinger qui s'appelle La vie au bout des doigts. Et justement, il le montre, Patrick Edlinger, en train de danser sur les parois à Saint-Père, où là, moi, j'ai commencé à grimper aussi. Donc, une relation assez étroite avec Edlinger et tous les Toulonnais, c'est vraiment un peu notre exemple de l'escalade et c'était tellement un beau grimpeur et une telle belle gestuelle qu'on est tous inspirés par son escalade. Ça m'amuse parce que tu as dit danser sur les parois et j'allais te dire l'esthétique. Vraiment, j'invite tout le monde à regarder ces films. L'esthétique, elle est incroyable. C'est des films des années 80, je crois. Avec une lumière incroyable et c'était vraiment un danseur. Et toi, du coup, toi, tu recherches quoi aujourd'hui? Tu es plus dans la perf, la ligne, un peu des deux.
Moi, je me qualifierais comme une grimpeuse aventurière et atypique. Moi, je déteste les sentiers battus, je n'aime pas la foule et donc je vais dans des projets qui ont jamais été faits par d'autres personnes ou peut-être qui n'ont pas encore été réalisés par des femmes. Et j'aime notamment l'escalade en fissure. Donc, très peu de personnes en Europe font de l'escalade en fissure et encore moins les femmes. Et c'est un peu ce que j'ai envie de changer parce que je pense que les femmes peuvent faire tout autant de l'escalade en fissure que les hommes. Et je pense qu'il faut juste, voilà, peut-être qu'il y ait plus de DE, donc d'encadrantes professionnelles femmes en France et en Europe pour justement emmener cette communauté un peu féminine à faire de l'escalade en fissure, en falaise, en grande voie. Et donc moi, l'escalade en fissure, je l'ai découverte pendant mes études aux États-Unis et j'ai vécu après pendant plusieurs années et j'ai un peu ramené cette passion en Europe où je me suis dit... falloir que tu nous expliques tout là. Donc, Ouais. En fait, bon, tu as plusieurs disciplines en escalade pour ceux qui connaissent pas. Il y a par exemple le bloc. Donc le bloc, c'est quand on va grimper des blocs d'escalade qui font entre 2 et 5, 6 mètres de haut maximum. Ensuite, on a l'escalade sportive où ça va être des longueurs entre 10 mètres et 60, 70 mètres, où là, il y a des points qui sont équipés tous les 2-3 mètres. Après, ça peut être plus engagé en fonction de si ça a été équipé il y a 30 ans ou si ça a été équipé là dans les années passées. Et ensuite, on a justement l'escalade traditionnelle où on grimpe en général des parois qui ont des fissures et on place ces protections qui sont des coinceurs. Donc, on appelle ça des friends ou des câblés et on met justement ces coinceurs au fur et à mesure qu'on grimpe. Et quand l'autre, par exemple, grimpe derrière nous, notre partenaire, il enlève ses coinceurs. Donc, on laisse aucun matériel sur la paroi. ouais. Ça, c'est presque la pratique originelle de l'escalade qui est dérivée de l'alpinisme, en fait. C'est ce qu'on utilisait Oui. pour grimper des montagnes. Il y avait des moments où on était obligé de passer vraiment en escalade pure. Ceux qui grimpaient justement, ouais, il y a 60, 70 ans, ils avaient absolument pas de points ni de perfos pour mettre les points. Et alors eux, ils faisaient. Alors à un moment, il y a les pitons qui sont arrivés, mais en fait, ils faisaient avec des énormes câblés. Il n'y avait pas encore le système de coinceurs, donc ils mettaient des câblés. Des fois, ils utilisaient même des troncs en bois pour se pendre dessus parce que les fissures étaient trop grosses. Enfin, à l'époque, en tout cas, les grimpeurs du Yosemite ou les histoires que j'ai entendues, ils étaient très très forts en cheminée. Donc c'est en fait des fissures très larges, on rend tout le corps parce qu'en fait ils n'avaient pas les protections pour grimper des fissures plus petites. Et donc pour eux, le moyen le plus sécuritaire de grimper ces fissures, c'était d'avoir le corps entier dedans et de monter. Et en fait, ils se disaient si jamais ils glissent, ils vont glisser doucement, mais ils vont pas mourir ou sortir de la fissure. Tu vas aux États-Unis pour vivre ta passion de l'escalade quelque part. En fait, moi, à 18 ans, je suis partie faire une école de commerce aux États-Unis. J'ai fait 2 ans en Californie et 1 an à Boston. Et c'est là où vraiment, après, là, en fait, à la fin de mes études en 2022, j'ai eu 1 an de visa pour pouvoir travailler là-bas et j'ai trouvé un job en tant que commercial qui était un job en distanciel. Donc, je pouvais bosser n'importe où en ordi. J'avais quand même un emploi du temps où moi, je faisais mon emploi du temps et je bossais quand même très peu d'heures parce que j'étais efficace. Et donc, moi, j'étais à côté des plus belles falaises des États-Unis et j'allais grimper 6 heures par jour, presque tous les jours à fond. Et c'est ça qui m'a amené à grimper des fissures, découvrir d'autres grimpeurs de fissures qui m'ont un peu pris sous leur aile. Et je suis tombée amoureuse de ces fissures et de la grimpe et de la gestuelle. Et depuis ça, j'ai plus jamais arrêté. Mais je fais pas que de l'escalade en fissures parce qu'il y en a pas de partout. C'est quand même pas facile à trouver. Il y en a plus aux États-Unis, dans le Yosemite ou en Utah, dans l'Indian Creek. Mais si on cherche quand même bien en Europe, il y en a quand même beaucoup à Chamonix, à Anote, proche de Verdon, et il y en a énormément dans les Alpes suisses et italiennes également. Ah, moi, j'aimerais bien que tu m'expliques. Donc, tu arrives à 18 ans aux US. Ouais. Où ça, en Californie? J'ai fait 2 ans à San Francisco. À San Francisco. Donc, quand même, une des plus belles communautés de grimpeurs. Ils sont tous à fond escalade. Et moi, ça m'a ouvert à tellement de cultures parce qu'en fait, San Francisco, pour moi, c'est peut-être une des villes les plus internationales au monde parce qu'en fait, il y a énormément des gens, et notamment grâce à la Silicon Valley et autres, en fait, il y a des gens brillants qui viennent du monde entier avec le rêve d'un jour faire une start-up en tech et démarrer un business. Et il y a vraiment une mixité culturelle qui, moi, m'a enrichi à plein de niveaux et ça m'a permis d'apprendre à communiquer avec des personnes de toutes les nationalités du monde entier. Et je pense que ça m'a donné une grande ouverture culturelle de faire mes études là-bas. Ouais, alors moi, quand on me parle Californie, je pense ou San Francisco, je pense Ouais. surf.
Ah ouais, bah bien sûr, bah Maverick, ouais. Co. Ouais. Mais pour la grimpe, Mmh. c'est cool. La grimpe, c'est mythique et c'est un petit peu la Californie. Je pense c'est pour moi le meilleur État où on peut faire de l'escalade aux États-Unis parce qu'en fait, bah déjà ils ont la mer, donc ils ont énormément de parois proches de la mer. Ils ont des blocs et ils ont ce qu'ils appellent la chaîne montagneuse, les High Sierras, et c'est là où il y a des parois granit de 1000 mètres. Il y a de l'alpinisme, donc ils peuvent vraiment tout faire et tout grimper à l'année. Il y a du bloc, il y a l'escalade sportive. Donc là, si moi un jour je décidais de vivre aux États-Unis, ce serait sans aucun doute en Californie. Mais je pense que c'est pas dans les cartes et que moi je veux vivre en France et me créer une communauté ici, et c'est quand même toute ma famille vit ici, beaucoup d'amis d'enfance, et je pense que mes racines sont ici, et que même si c'était une expérience géniale et ultra enrichissante parce que la mentalité américaine est tellement différente de la mentalité française, et là-bas je pense qu'il y a un truc de bah vas-y, si t'échoues on s'en fout, tu refais. Et eux d'ailleurs ils aiment quand ils te voient échouer parce qu'ils se disent ouais mais en fait elle lâche rien, elle tombe mais elle y retourne, elle fait un projet ça marche pas mais elle y retourne quand même. Alors qu'en France il y a quand même cette mentalité de l'échec où si on échoue, bon, on est mauvais et on travaille pas avec cette personne parce que ça marchera sûrement pas. Et alors que moi je trouve il y a énormément de ténacité à apprendre dans les échecs, et l'escalade est un sport d'échecs. L'escalade, on tombe, mais tout le temps, on réussit en escalade 1% du temps. Donc, je pense que l'escalade est un sport qui apprend vraiment à mettre son ego à mettre son ego de côté et à tout le temps se remettre en question, à tout le temps réfléchir de comment je peux mieux grimper ce bloc, comment je peux m'améliorer, avec quelle personne je peux apprendre. Et on est tout le temps en pleine réflexion tous les jours. C'est à la fois, je trouve, moi, des valeurs d'entraide, Mmh. de cordée, d'humilité par rapport à la montagne, par Ouais. rapport au climat, donc plein de super bonnes valeurs, de Ouais, valeurs ouais, qui, bien sûr. d'ailleurs, qui pèsent en ce moment dans la société. Mais c'est aussi un monde fermé un petit peu. Mmh. Enfin, et je trouve que ça se dit bien. Toi, il y a que ce côté un peu mentorat. T'as quand Ouais. même besoin de quelqu'un qui te prenne sous ton aile. Ça, c'est le point de vue français. Aux US, toi, tu dis, il y a cette culture de l'échec, mais est-ce que c'est beaucoup plus ouvert? Est-ce que les gens t'ouvrent la porte? Mmh. C'est un peu quand même encore en France où la confiance ça se gagne dans le temps. Mmh. Comment tu vois les choses? Et est-ce qu'il y a cette entraide? Ouais, Parce que bien les US, sûr. on dit toujours, c'est le pays du perso, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Après, à plein de niveaux, moi, j'ai beaucoup voyagé à plein d'endroits et j'ai tellement envie de voir le monde et de rencontrer des cultures que j'adore. Moi, aller à la rencontre de personnes que je connais pas et qui ont des vies totalement différentes de la mienne, ça me passionne, et j'ai vraiment un intérêt. Enfin, ça me passionne d'apprendre. D'apprendre à connaître les gens et d'apprendre à leur manière de vivre et pourquoi ils pensent de telle manière ou d'une autre. Et je trouve qu'en escalade, on a tellement une belle communauté sportive, et tous les pays où je suis allée, moi, je me suis fait des amis en une journée en salle, c'est-à-dire qu'on peut aller en Vietnam, on va dans une salle d'escalade. Moi, j'ai fait cette expérience en 2019, je connaissais personne. En 2 séances, je m'étais fait 5 copains, et la semaine d'après, ils m'invitaient à un trip en extérieur, en escalade, à 3 heures d'ici. On dit, bah, joins-toi à nous, on y va tous ensemble et on grimpe ensemble. Et je trouve que quand on fait de l'escalade, et notamment quand on devient adulte, peut y avoir un moment où si on a que sa vie professionnelle et pas forcément un sport à côté, c'est peut-être pas aussi facile de se faire des amis que quand on avait 8 ans et que tout ce qu'on voulait c'était aller jouer au foot ensemble, peu importe la couleur de peau, peu importe l'âge, on s'en fichait, femme, homme, rien à voir, on va tous jouer au foot et on s'en fiche. Et je trouve que l'escalade, il y a quand même quelque chose comme ça d'assez vrai, et moi j'ai toujours réussi à me faire de nouveaux amis dans les endroits où j'allais, grâce notamment à ma pratique de l'escalade. Et c'est pas comme ça, je pense, dans tous les sports, où c'est vrai que si on fait un sport comme la muscu et qu'on a ses écouteurs, on va pas forcément se faire des amis à la muscu, alors que l'escalade, on n'a pas nos écouteurs, on grimpe un bloc, ah bah la fille à côté de moi, elle galère aussi, ah bah attends, toi comment t'es passé, je comprends pas, explique-moi. Donc c'est vraiment un beau sport dans le partage, et moi c'est ce qui me passionne. Et pour revenir vers la pratique notamment aux États-Unis, je trouve que, par exemple, en fait, les Américains, il y a quand même quelque chose où ils sont adorables, accueillants et très sympas au début, mais ça va peut-être être plus difficile de faire du lien dans le long terme. Par exemple, on va être amis dès la première séance, trop bien, mais j'entendrai plus jamais parler d'eux pendant des années, et on sera pas en contact. Alors que peut-être avec les Européens, ça met peut-être un peu plus de temps, mais on sent qu'il y a un vrai lien, il y a un vrai envie de partage, de vraiment créer quelque chose et de rester en contact, qui est peut-être un peu plus important que les Américains. Mais après,
voilà, tout dépend de la personne. Il y a beaucoup de gens qui vivent aux États-Unis, qui viennent de d'autres cultures et qui n'ont pas forcément cette culture-là. Donc pour moi, les États-Unis, c'est un peu un pays international où en fait, c'est pas juste des Américains, ça peut être des Européens qui ont déménagé là-bas. Il y a énormément de Brésiliens, de personnes d'Afrique du Sud ou pays africains qui vivent là-bas. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de cultures qui est assez incroyable et ça dépend bien sûr de l'État dans lequel on est aux États-Unis. Moi, j'ai plus fait la Californie et la côte Est où là, c'est quand même International. mixité, État international, une grande mixité. C'est vrai quand on va dans les États beaucoup plus centraux, Texas, Minnesota, Missouri, bon, c'est plus la même histoire et là, c'est ancré américain, US et c'est beaucoup plus républicain que démocrate et un peu ouvert au monde. Bon, toi, t'as démarré, t'as eu des mentors, des gens qui t'ont pris sous leur aile. Tu t'es fait des copains en salle d'escalade. Là, maintenant, ton statut a un peu changé, hein. On va revenir un peu sur tout ce que t'as accompli, entre guillemets, hein. Donc, Ouais. j'imagine maintenant, on te reconnaît ou les gens viennent vers toi. Pas encore énormément non plus, hein. Et de toute façon, dans le monde de l'escalade, je veux dire, on devient pas non plus une star hollywoodienne. Donc, c'est-à-dire que même les grimpeurs professionnels en général, ils prennent le train, ils sont pas reconnus dans le train ni dans l'avion et autres. Donc, moi, c'est quelque chose en général qui m'inquiète pas forcément. Et moi, je suis hyper contente quand les gens viennent me voir et me disent ah, c'est trop cool ce que t'as fait, t'as pas un conseil et ça me permet de rencontrer du monde en plus. Donc ça, je trouve ça assez génial. Bon, t'as notamment été la première femme à compléter le Yosemite Triple Crown, El Capitan, Half Dome, Mount Watkins. Bon là, le Yosemite, c'est C'est rien magique. que de dire le nom, Ouais. c'est extraordinaire. Pour ceux qui connaissent, bah voilà, vous connaissez, mais ceux qui sont jamais allés, le Yosemite, c'est le plus beau parc les parcs nationaux aux États-Unis, c'est ce que vous avez vu de plus beau en Europe, en France, mais taille fois 100, quoi. Le Yosemite, tout est plus gros, quoi. Tu l'as déjà vu? Ah T'es ouais, déjà allé? ouais, Ok, j'y c'est étais pour déjà ça que tu allé. sais. Ok, C'est trop bien. incroyable. Ouais, J'ai l'impression que tout est plus grand. Ouais. Enfin, les montagnes sont plus Non, grandes. mais c'est fou. Moi, j'ai même l'impression, la pluie, les gouttes sont plus grosses, quoi. Enfin, tout est XL, quoi, au Yosemite. Comment t'as découvert, le Yosemite la première fois? Eh ben la première fois, j'avais justement quand j'ai déménagé aux États-Unis, au bout de 2 mois, j'ai eu un copain américain qui lui était fort grimpeur et qui m'a initié à l'escalade sportive. Il m'a dit bon, on arrête la moulinette, là maintenant on va grimper à la grimpe en tête parce que si on veut faire de l'extérieur ensemble, faut que tu te mettes à la grimpe en tête. Et donc je suis hyper reconnaissant de ça. Et lui, c'était un fan du Yosemite et il m'a dit bon bah Laura, allez week-end prochain, Thanksgiving, on va dans le parc du Yosemite. Et là, mais la première fois, comme tu disais, qu'on voit El Capitan, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même une paroi de granit de 1000 mètres qui s'élance comme ça au sol et qui monte verticalement tout droite et qui en fait se redresse. Donc c'est un peu de la dalle et ça se redresse sur la fin. Peu importe qu'on soit grimpeur ou non grimpeur ou marcheur ou juste être humain, de voir ça, on se dit mais comment ça existe? Et ça date un peu de l'âge glaciaire et c'est ultra intéressant d'apprendre un peu de comment toutes ces falaises se sont formées. Et quand on est grimpeur, de voir une paroi comme ça, je pense que tous les grimpeurs qui connaissent un peu l'histoire de l'escalade ont un jour eu ce rêve de grimper la paroi d'El Capitan. C'est vraiment la paroi mythique, la paroi que tous les grimpeurs qui s'intéressent, voilà, aux films d'escalade un peu à l'extérieur, savent ce que c'est. Alors après, on sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas été dessus et qu'on n'a pas grimpé dedans. Mais quand on voit cette paroi de 1000 mètres, même si on est prêt à la grimper, je pense, on a tous la même peur au fond de nous de se dire, waouh, là, on part pour quand même 1000 mètres d'escalade. Il faut hisser des sacs, on va dormir sur la paroi, il faut emmener son eau. Et moi, c'est quelque chose que j'ai adoré au Yosemite et que j'ai découvert là-bas, c'est le camping vertical. C'est-à-dire, on a un sac de 50 kilos dans lequel on a, par exemple, 20 litres d'eau, on a toute sa nourriture pour petit déjeuner, barre de céréales pour la journée, dont électrolytes, et ensuite le gros repas le soir. On a son réchaud, on a son sac de couchage. Peut-être un oreiller gonflable si on veut. On a aussi son tapis de sol avec des habits de rechange et des grosses vestes et autres. Et là, on part pour 4 jours sur la paroi et il peut se passer tellement de choses. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'escalade, c'est partir à l'aventure. On sait pas ce qui va se passer. On se prépare au mieux. On s'est peut-être entraîné pendant des mois et là, on y va et on voit ce qui se passe. La première fois que tu as dormi sur une paroi, c'était au Yosemite? C'était au Yosemite, ouais. Alors, la première fois que j'ai vraiment dormi sur une paroi, c'était sur
une énorme vire et c'est sur une falaise au Yosemite qui s'appelle Washington Column. Et la plupart des grimpeurs, quand ils commencent, en fait, c'est un super beau big wall à peu près de 300 mètres qui est très novice. Et à 100 mètres de haut, il y a une énorme vire sur laquelle on peut dormir. Donc, tu as qu'à hisser 3 longueurs et ensuite, tu laisses ton sac là et tu finis la grande voie et tu descends en rappel pour dormir la première nuit. Donc, j'ai fait une première nuit là avec quand même vue royale sur le Half Dome. Tu te lèves, lever du soleil sur le Half Dome où c'est juste magnifique. Et en général, tu partages la vire avec d'autres grimpeurs. Donc, le soir, tu as un moment de partage. Tu rencontres d'autres gens qui viennent des fois de Chine, de Corée ou même des Brésiliens, des Argentins. Il y a beaucoup d'Argentins au Yosemite notamment. Et donc, j'ai fait cette première expérience pour me préparer aux noces parce que c'est bien de faire une autre expérience, de savoir est-ce que son matos est bon, est-ce que je sais bien hisser, est-ce que j'ai le bon partenaire. Et moi, en faisant cette expérience de 2 jours, j'ai grimpé avec un Allemand avec qui ça s'est très, très mal passé. Voilà, bon, un peu stéréotypalement, très rigide, pas fun. Il était hyper stressé. J'ai pas passé du tout un bon moment. Et là, je me dis, oulala, là, 4 jours avec lui, ça va pas être possible sur El Capitan. Et donc, j'ai switché et j'ai rencontré un peu un Québécois qui s'appelait Gabriel et qui était juste ultra sympa. Et je me suis dit, waouh, ça match hyper bien. Et j'ai découvert que les Québécois, c'est juste des personnes en or. Les Canadiens, en général, sont adorables. J'ai découvert que c'est pas juste les Québécois, c'est les Canadiens en général. Et il m'a dit, écoute, moi, j'ai encore 5 jours, c'est mon rêve de le faire. J'ai pas trouvé de partenaire. Moi, je lui ai dit, moi non plus. Bon, allez, on fait le sac et demain, on part quand même. Et je pense que dans cette première grosse expérience de Big Wall, lui, il avait 80% des connaissances pour le faire, moi 80%, et on avait des connaissances que l'autre avait pas. Donc on a dit, attends, moi je te montre comment faire ça, toi tu me montres comment faire ça. Bon, allez, on rêve grand et on y va. Peut-être qu'on est à peu près prêt, mais on y va quand même. Et en fait, ça a été une des plus belles expériences de ma vie, même si on n'est pas allé en haut parce qu'il y a eu une cascade d'eau au sommet et que 2 Italiens nous ont prévenus au bout de la 2e journée que fallait pas y aller et que en plus ils annonçaient de la pluie le lendemain. On n'avait quand même pas de kawaii, pas de pantalon de pluie, on n'était pas du tout équipés pour la pluie. Et c'est vrai, quand on se retrouve à 800 mètres de haut dans une tempête de pluie, il peut y avoir de l'hypothermie très très rapide. Et je pense qu'à ce moment-là, nous, de prendre la décision de redescendre en sécurité, ça a été la meilleure décision qu'on pouvait prendre à ce moment-là et je la regrette pas. Et moi, je garde ce souvenir de premier Big Wall comme étant une des plus belles aventures de ma vie qui a un peu changé la trajectoire de mon escalade. Le truc de dormir Ouais. en l'air comme ça, c'est le truc, enfin, c'est pas du tout naturel. T'avais peur la veille ou La veille, j'ai pas dormi une t'as pas seconde. dormi parce qu'en fait, du coup, t'as pas dormi la veille, puis je pense que t'as pas dormi le soir même, on est d'accord, Non, le hein? soir même, si. En fait, la veille, moi, c'était impossible de fermer ouais, l'œil, trop à cause de ça? excitée. Ah non, mais là, on part pour une aventure de 1000 mètres, trop excitée. Ça faisait tellement longtemps que je rêvais de faire ça, que je m'étais entraînée. Ça faisait 1 mois que j'étais au Yosemite à m'entraîner au hissage, à m'entraîner au lower out. Donc, il y a plein de manips à apprendre, à chercher un partenaire. Enfin, moi, je suis arrivée au Yosemite, aucune connaissance de Big Wall. J'avais jamais utilisé une Jumar. J'étais jamais remontée à la corde. J'avais jamais hissé un sac et je me suis auto-formée avec un fichier PDF, avec un PDF de Chris McNamara qui est très connu au Yosemite. Je me dis, bon, lui, il a l'air de s'y connaître, j'achète son PDF, je lis tout ce qu'il fait, je m'entraîne, normalement, ça devrait bien se passer et de trouver le bon partenaire. Et du coup, la veille, impossible de dormir. Moi qui ai en plus des fois des problèmes de sommeil, moi, si j'ai un projet comme ça, je ferme pas l'œil de la nuit, mais j'ai l'habitude et ça ne m'arrête pas. Et notamment, c'est drôle parce que une de mes mentors en escalade de fissures, c'est Brittany Goris, qui est une super forte grimpeuse de fissures américaines et même dans le monde, une des meilleures. Et qui, la veille, je lui ai dit, Brittany, tu veux pas me faire un petit message là pour quand j'ai un coup de mou, on sait jamais, écris-moi, j'ai peur. Et je lui ai dit ça. Et elle m'a fait un message vocal en or de 2 minutes où elle me dit, Laura, faut rêver grand, surtout tu lâches rien et dans les moments difficiles, faut juste se rappeler un pas à la fois, tu vas voir, ça va bien se passer, je sais que tu peux le faire. Et elle m'a donné notamment des citations de d'autres forts grimpeurs. Et c'est vrai que ce message, il m'a un peu accompagnée dans cette ascension où dans les moments durs, je me suis dit, non, Brittany, elle a dit un pas à la fois, on y va. Et c'est vrai aussi d'avoir un partenaire québécois aussi sympa avec autant de bienveillance, d'avoir quelqu'un qui, dans des moments difficiles, vous engueule pas et comprend ce que vous vivez. Si vous avez peur, il vous soutient et il vous comprend. Mais en fait, je me suis dit, avec un partenaire comme ça, on peut aller au bout du monde, il y a aucun problème, ça peut que se passer bien.
Et je pense que le moment que moi j'ai préféré, c'est le moment où on est arrivé au bout de 15 heures où j'ai mangé 2 barres de céréales accessoirement. Donc, grosse erreur de débutante, mais on en fait 12, donc on en fait tous, surtout au début. Et quand on est arrivé là-haut, qu'on a un peu enlevé le sac, on a enlevé nos affaires, on a préparé le bivouac et là, on a fait un repas au riz et que là, on avait une super plateforme plate de 5 mètres par 2 mètres juste pour nous deux et qu'on était là à regarder la vallée avec les étoiles. Ça, c'est un moment qu'on n'oubliera jamais. 10 mètres carrés. Ah non, elle est vraiment grande. Ouais, non, ça, en plus, celle-là, elle est plate, c'est super. Je t'avoue que je t'écoute et tu le dis, hein, il y a ce côté femme poussée pour que d'autres femmes le fassent et tout. T'as ce côté un peu pionnier. Pas simple de se dire j'allais me mettre dans une tente avec un Allemand ou avec un Québécois que j'ai rencontré. Vous dormez dans la même tente? Ah non, mais on n'a déjà pas de tente, donc on dort à la belle étoile. Alors après, il y a 2 manières de dormir sur un big wall. La manière luxueuse où nous on l'a fait, c'est que il y a certains big walls où il y a des vires, donc faut imaginer un peu une partie de la paroi qui est plate, où on a juste à mettre nos tapis de sol et notre sac de couchage et on peut dormir à plat. Et il y a d'autres parois où il y a aucune vire, donc c'est des parois lisses. Et c'est à ce moment-là où on emmène ce qu'on appelle des portaledges. Et donc c'est comme un peu un énorme matelas vertical avec des sangles qui tient. Où ils sont pas tous hyper confortables et pour la plupart, justement, ils ont une tente. Et ça, c'est ce que tous les grimpeurs emmènent quand ils partent 7-8 jours sur la paroi parce que si jamais il y a 2 jours de pluie, bah, c'est la tente qui vous protège par-dessus et du coup, vous pouvez rester à l'intérieur et rester sec et c'est ça qui vous protège en cas d'une intempérie ou autre, ça vous sauve la vie parce que là, si on est à 1000 mètres de haut et qu'il commence à faire moins 2 degrés, qu'il commence à neiger et qu'on n'a pas de portaledge et pas de tente, l'hypothermie arrive très vite et il y a un jour, par exemple, eu un accident où 2 grimpeurs sont morts à 20 mètres du sommet parce que hypothermie et le leader a pas réussi à finir et ils sont décédés à 20 mètres du sommet. Donc c'est vrai que les questions d'intempéries, elles sont vraiment hyper importantes à prendre en compte. Moi, par exemple, je pars plus jamais sans pantalon de pluie et veste de pluie parce que ça, d'être au sec, c'est ultra important. Et maintenant, dans la plupart de mes aventures, sauf si je sais que je pourrais descendre très facilement, quand j'ai passé 7 jours dans Freerider sur El Capitan, on avait emmené le portaledge et on avait emmené la tente qui se mettait sur le portaledge et qui nous gardait au chaud dans la nuit pour nous abriter du vent également. T'as pas peur de te dire, ça se trouve, je suis somnambule, ça se trouve, je vais faire un cauchemar et je vais être en panique et t'es assuré? Enfin, comment on s'assure que, en pleine nuit, on se lève pas et on met le pied où il faut pas, quoi? Ouais, super question. Alors, quoi qu'il arrive sur un big wall, on est toujours attaché à la paroi et on ne quitte jamais son baudrier, sauf si on est vraiment sur une énorme vire qui fait 5 mètres par 10 mètres et on sait qu'on peut marcher, descendre à un endroit qui nous arrivera rien, mais à 99,9% du temps, on est tout le temps attaché, qu'on soit en train de dormir ou pas. Donc, faut imaginer que dans notre sac de couchage, on a sur notre pantalon le baudrier qu'on n'enlève pas avec, tout le baudrier qui est intact et on a en fait 2 vaches qui sont toujours reliées à un point d'ancrage qui est relié à la paroi. Donc, faut imaginer qu'on est attaché à 100%. Et moi qui suis seulement... vaches, hein, c'est des En fait, des cordes, vaches, c'est comme une cordelette, qui nous relie. En fait, c'est notre corde de vie qui est un peu reliée à la paroi. Et moi qui suis d'ailleurs somnambule et qui avait ce problème étant plus petite, je me suis dit, ça m'arrive moins, mais je parle beaucoup la nuit et je suis agitée. Mais c'est vrai, quand on est déjà dans un sac de couchage, ça limite déjà le mouvement. Et quand on bouge dans un portaledge, déjà, ça boule le portaledge de tout le monde. On peut pas juste se réveiller et tomber comme ça d'un coup. Mais j'ai des copines qui un jour étaient sur un sommet, et il y avait des rafales de vent et elles se sont fait expulser du portaledge. Donc ça peut arriver s'il y a énormément de vent qu'il arrive un jour qu'on se fasse expulser du portaledge, mais c'était un cas, elles étaient dans une tempête extrême, normalement ça n'arrive jamais. C'est important ce que tu dis sur la météo. Moi, ça me fait vraiment écho aux échanges qu'on a côté ski, freeride et tout ça, ou avec le réchauffement climatique, les différences de température, les intempéries sont plus fortes, il y a des variations plus fortes. C'est des choses que tu observes, toi? Totalement. Et moi, notamment, j'aime pas forcément l'alpinisme. Mais moi, je suis née à Toulon, au bord de la mer, donc j'ai pas été baignée à l'alpinisme. Je veux dire, j'allais peut-être au ski une semaine par an, tous les 2 ans, mais bon, pas forcément bonne skieuse. Je passe un peu partout, mais pas forcément bonne skieuse. Donc, j'ai jamais eu trop un peu cette notion de montagne.
Et moi, justement, cette discipline, elle m'attire pas forcément parce que je vois que c'est pas la discipline d'avenir, notamment avec le réchauffement climatique, le plus en plus d'avalanches, les conditions qui se dégradent. Et moi, j'ai pas une super circulation dans les mains, donc je prends pas forcément de plaisir. Une fois que j'ai plus de sensations dans les mains, dans les pieds, ça devient plus du tout une partie de plaisir. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment les parois en rocher sur du bon rocher de qualité, parce qu'il y en a qui aiment aller dans du rocher de mauvaise qualité. Ils ont pas peur de se prendre un bloc. Moi, je me dis, pourquoi aller grimper sur du mauvais rocher quand on a des super belles falaises avec du beau rocher et qu'on est en sécurité sur ces falaises. Je disais que l'escalade, c'était encore confidentiel, mais pas tant que ça, parce que sur Netflix, il y a des trucs incroyables. Tu vas me rappeler le nom Free Solo, peut-être. Ouais, de Ouais. Free Solo. Bah là, c'est dans le monde, quoi, hein, Voilà. plus que Netflix même. Hein. Voilà, ouais, Ouais, il a gagné un Oscar, hein, voilà, quand même. exactement. Ouais, bien sûr. Tu vas me rappeler le nom de... Ah, Alex Honnold. Ah oui, exactement. Ouais, bien sûr. Ce documentaire, il est assez incroyable. Il est incroyable, mais il est quand même très loin de la réalité. Ah, pourquoi? Du monde de l'escalade, parce qu'il y a qu'un seul homme qui est capable et qui a un cerveau très différent des autres humains et qui est capable de grimper 1000 mètres de falaise sans corde, qui reste et qui est un des meilleurs grimpeurs au monde, et il est extrêmement fort et il a quelque chose, voilà, dans son mental qui est différent des autres, et il ressent pas la peur comme il montre dans le documentaire. Mais il faut pas se dire qu'on est tous des Alex Honnold, et à grande différence, il y a très très peu de grimpeurs qui grimpent sans corde et qui prennent ce risque, et il y a beaucoup d'accidents dans le Yosemite de gens qui meurent parce qu'ils grimpent sans corde, et un jour ils grimpent dans du très facile, un pied casse, une main glisse et ils tombent à leur mort. Donc il faut imaginer que les grimpeurs ne font pas ça. Les grimpeurs, on grimpe avec des cordes, on grimpe avec des protections, et ce que Alex Honnold a fait, ce n'est pas du tout la réalité de l'escalade. Absolument pas. Non, non. Moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est un exploit d'une génération, et c'est hyper inspirant. Et moi qui commence un peu à m'intéresser aussi au documentaire, et là qui a produit mon dernier film en escalade, ce documentaire, il nous a tous transcendés, et c'est un exploit d'une génération. Et Alex Honnold, c'est quand même un caractère qu'on n'aura peut-être plus dans une autre génération. Et il a peut-être fait quelque chose qui sera jamais surpassé et qui sera peut-être sûrement jamais refait. En tout cas, j'espère de pas voir quelqu'un tomber. Donc ça m'agace pas du tout, et je trouve ça incroyable, mais pour pas donner non plus une fausse impression de qu'est-ce que l'escalade. Non, on grimpe pas tous à 800 mètres sans corde. Moi, je fais jamais d'escalade sans corde, ou en tout cas, l'escalade en bloc, oui, quand on monte qu'à 3 mètres, oui. Mais moi, voilà, quand je fais des parois de 20 mètres jusqu'à 1000 mètres, j'ai toujours une corde du début à la fin, et je grimpe encordée comme tous les autres grimpeurs. Nous, on parle beaucoup ici sur ce podcast, cette notion de flow, en fait. Ouais, Et de se dire pourquoi est-ce que ça nous rend heureux de faire du ski, du surf, de l'escalade. Et j'en parlais encore hier avec quelqu'un qui fait pas de sport de glisse, mon beau-père, je le citais. Ok, trop bien. Mais bon, je fais plus de ski, mais moi j'adorais le ski. C'était le seul moment de ma vie où pendant quelques minutes j'ai l'impression de déconnecter complètement. Ah ouais, génial. Et moi je lui disais, mais Michel, quand j'entends ça, à la fois je trouve ça chouette, mais en fait je trouve ça presque triste, parce qu'en fait je pense que tous les gens, les passionnés qui font ces sports-là, en fait nous on a accès à ça tous les jours, voire toutes les semaines. Enfin, et moi si j'ai pas ça, me dire j'ai ça quelques minutes par an, mais c'est le cauchemar. Enfin, j'ai l'impression de tourner en rond. Et je lui disais aussi, ça explique un peu la passion qu'on a pour ce sport-là. Et aussi le truc, je trouve, cette recherche-là. C'est-à-dire, je lui disais, moi, je viens du kitesurf, j'étais prof de kite et tout ça. Et moi, faire du freeride, c'est-à-dire faire des allers-retours en kitesurf, avant, c'était fou. Juste d'être sur l'eau. Glisser, mon premier backloop, et ça me remplissait mon être. Là où aujourd'hui, 20 ans plus tard, si je fais des allers-retours, honnêtement, je vais me remettre à penser à mon boulot, à mes courses. Je vais regarder l'heure, je vais dire, ça fait 25 minutes que j'en fais. Ouais, je vais encore faire 20 minutes. Si je suis pas hors dehors de ma zone de confort, en fait, ça redevient la vie normale. Et quand j'en discute, tu vois, ça m'avait particulièrement marqué avec quelqu'un qui s'appelle Aurélien Lardy. Aurélien, il fait du ski en pente raide. Donc c'est de la piste, c'est pas de la piste noire. Costaud, quoi. Ouais, noir. J'imagine bien. Si tu tombes, tu meurs. Ouais. Oh la vache. Et moi, ce que je comprenais dans Aurel, dans ce qu'il décrivait, il disait, mais en fait, c'est ce moment-là où j'ai pas le droit de rater un virage, que je suis 100% focus, en fait. Et je me suis dit, j'ai un peu une révélation. Je me suis dit, mais en fait, chacun dans notre pratique à notre niveau, en fait, on est sur ce truc d'être 100% focus. La tête, les tripes, le cœur dans ce que je suis en train de faire, et ça me remplit complètement. Et il y en a certains, ça va être
en débutant l'escalade, et d'autres ça va être Bien sûr. comme Aurel sur son ski pente raide et donc effectivement dans le documentaire Free Solo, il y a ce truc qu'on a sur le cerveau qui est pas le même, et on dit voilà, il y a normalement quelqu'un qui est sur un mur d'escalade et qui s'il lâche, il meurt. Il y a son cerveau Oui, la plupart qui des bug. personnes ne pourraient pas le faire. Oui, Voilà. oui, oui. Et notamment, on le voit dans le documentaire qui fait quand même 1 ou 2 tentatives où il le sent pas et il arrête en pleine ascension. Donc, le jour où il l'a fait, il était dans un flow extrême et là, il savait que ça passait et il y a plus rien qui comptait autour. Et j'adore cette notion de flow que tu parles parce que moi, j'ai ressenti un flow incroyable dans ma dernière expérience d'escalade, là, l'année passée, où on en fait un film qui va s'appeler The Queen Swing, où on fait, en fait, de l'escalade de vitesse au Yosemite, et c'est une pratique, on adore l'escalade de vitesse qui est faite qu'aux États-Unis, soit au Yosemite, soit à Boulder dans le Colorado, donc c'est fait à très peu d'endroits. Et en fait, le El Capitan, c'est vraiment parfait pour l'escalade de vitesse parce que c'est des fissures qui sont béton, en granit, ça va nulle part, et on peut se permettre, vu qu'il y a des fissures plus faciles, de grimper sans mettre de trop de protection. Et notamment l'escalade de vitesse, c'est un principe où avec ma partenaire Kate Kellegan, on a réussi à grimper le nose. Notre record, c'était de le grimper en 7h05. Donc, 1000 mètres, 7h05, c'est très, très cardio. Et on divisait cette paroi. En fait, pour aller plus vite, il y a toutes des méthodes d'escalade de vitesse. Mais en fait, on divise la paroi en deux. Donc, moi, je faisais la première partie en tête. Donc, 500 mètres d'escalade où je faisais 3h30 d'escalade sans jamais m'arrêter. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. C'est-à-dire que moi, pendant 3h30, je ne m'arrête pas. Alors, j'ai des fois 1 ou 2 pauses de 5 minutes pour boire de l'eau et manger une barre de céréales. Et je continue à 100% de grimper sans jamais m'arrêter. Et Kate, elle, monte au jumard derrière moi. Donc, elle, c'est un moment où elle se repose. Elle grimpe pas. Et une fois qu'on arrive à la moitié, hop, c'est elle qui prend le relais, qui prend tous les coinceurs. Et moi, je monte à la jumard derrière elle, où moi, c'est mon moment où moi, je me repose. Et j'ai ressenti un flow juste magique, en fait, de pouvoir grimper sans m'arrêter pendant 3h30. J'avais jamais fait ça auparavant parce qu'en fait, en escalade, qu'on fasse du bloc ou de la voie, il y a toujours un moment, la voie, alors la voie, on peut ressentir ce flow parce que des fois, on grimpe 15, 20, 30 minutes dans la voie, voire des fois plus pour certains, 50 minutes s'il y a des gros repos et que la voie est dure et très longue. Mais il y a toujours un moment où, hop, on s'arrête, on enlève les chaussons, on assure son partenaire et là, ça coupe le flow. On doit s'arrêter, c'est à l'autre de prendre le relais, ce qui est normal, c'est un travail d'équipe. Et en escalade de vitesse, je pense que les autres grimpeurs peut-être et je pense qu'ils peuvent imaginer cette question de flow, mais je pense tant qu'on l'a pas fait et qu'on n'a pas grimpé 3h30 sans jamais s'arrêter, mais c'est un kiff total en fait. Et en fait, on est dans notre zone, on pense plus à rien. Et là, tout ce qui importe, c'est le prochain mouvement et on pense plus à rien pendant 3h30 et on fait le sport qu'on aime sans s'arrêter. Et c'est juste génial. Tout est facile et en même temps on se dit je suis en train de faire un truc incroyable, mais je sais pas, ça je pense marche. qu'on n'y pense même Ouais, pas en fait. ouais. En fait, on est tellement dans le moment, il y a rien. Tu vois, je pense à rien d'autre. Je pense des fois peut-être à qu'est-ce qui nous attend ou à communiquer bien sûr avec ma partenaire si à un moment la corde est bloquée ou autre. Et même des fois, on a la corde qui est bloquée, on se dit oh là là ça me saoule là. Bon là allez, là j'ai envie de continuer parce qu'on n'a pas appris assez de corde, parce que des fois il y avait du vent donc la corde se bloquait. Là je dis non mais là c'est bon, là j'ai envie de grimper. Allez Kate, accélère, faut débloquer la corde là. Et c'est marrant mais il y avait une vraie notion de flow et on en parle beaucoup dans le film en disant qu'on a justement un flow de free solo comme Alex Honnold a fait, parce que ce qu'on a fait, l'escalade de vitesse, c'est quand même très dangereux. On met moins de coinceurs et c'est ça qui nous permet d'aller moins vite, parce qu'en fait, pour grimper vite, moi, par exemple, je grimpais 15 longueurs d'escalade et Kate me rejoignait toutes les 6-7 longueurs d'escalade. Donc, ça veut dire que moi, j'ai à peu près 30 coinceurs qui doivent me tenir sur 200 mètres. Donc, je peux pas mettre un coinceur tous les 3 mètres. C'était un coinceur tous les 7-8 mètres. Ou alors, des fois, j'en mettais plus et quand c'était facile, je mettais 2 coinceurs sur 30 mètres. Mais donc, il y a une conséquence de la chute qui peut être très, très grave. Et donc là, c'est là où j'ai ressenti, je pense, le même flow que Alex Honnold ressent, où là, on est vraiment dans sa bulle, on pense plus à rien et là, on pense plus qu'à grimper et à être en contrôle. En fait, faut pas imaginer qu'on est là, escalade de vitesse, hop, hop. Non. En fait, c'est un mouvement après l'autre, et on grimpe pas plus vite qu'on grimperait en mettant plus de protection, mais le fait de mettre moins de protection et de jamais se rejoindre, c'est ça qui fait qu'on grimpe la paroi plus vite. Et je pense aussi pour ceux qui connaissent pas bien le sport, mais quand tu dis que tu mets des coinceurs toutes les 6-7 mètres, ça veut dire que si tu tombes, imaginons, tu as pris 5 mètres depuis le dernier coinceur, tu tombes de 10 mètres. Exactement. Ouais. Et
sur de la caille, enfin, sur de Mais la nous, ça aurait pu caillasse. être, mais nous, c'était moi, il y a des endroits où je tirais 25 mètres, j'avais 25 mètres de corde de mousse sous moi. Donc moi, si à un moment, je me ratais dans les fissures faciles, j'aurais pu prendre une chute de 40-50 mètres. Et des grimpeurs d'escalade de vitesse, dont Tommy Caldwell, qui a énormément grimpé avec Alex Honnold, c'est un peu les deux légendes du Yosemite. Il a fait des chutes de 30-40 mètres parce qu'il y a un moment, il mettait pas de coinceur et d'un coup, sa main glisse parce que la fissure est mouillée et il se prend une chute de 40 mètres. Alors, cette paroi, elle est parfaite parce que la plupart du temps, il n'y a pas de vire, il n'y a rien voilà, on fait juste une chute dans les airs et il nous arrive rien. Mais la chute, elle est quand même énorme et il a eu quand même un énorme coup de Bah, bol. Et si on tombe sur la mauvaise vire, ça peut être très, très grave. ouais, il y a ça. Et puis, tu peux aussi si tu fais une mauvaise chute, Ah, mais c'est tu possible, peux bien aussi aller entendu. fracasser. Ah oui, non, mais c'est hyper dangereux. Donc, ce qu'on a fait avec ma partenaire Kay Kellegan, en tout cas, ceux que ça intéresse, le film, il passera à Montagne-en-Seine, là, en avril et mai 2026. Et c'est un beau film basé surtout sur l'amitié. Et je pense qu'on montre tout ce qu'on a vécu et toutes les semaines d'entraînement. Et on montre vraiment que c'est une escalade un peu hors du temps et qui est très propre au Yosemite. Bon, t'es encore jeune, mais j'ai quand même envie de te demander, de toutes ces années d'escalade, c'est quoi ton meilleur souvenir? Si t'avais envie de partager un truc, tu dis là, celui que je mettrais dans une boîte. Allez, je t'en donne 2 si tu m'en laisses au Ouais. moins 2. Ah Mon oui. premier souvenir de mon premier big wall sur le nose, même si on a abandonné à la moitié, parce qu'une fois que j'avais fini ça, j'ai eu l'impression de flotter sur un nuage pendant une semaine, tellement j'ai eu un moment un peu presque de transcendance et je sais même pas ce qui m'arrivait, où je me disais, je pleurais de joie dans la journée en pensant à ces murs, en me disant non mais là, c'est là que je dois être, c'est ma maison ici, j'adore, je vais faire plein de choses ici. Donc un moment un peu qui s'est révélé à moi, où je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, de l'aventure verticale et partir sur ces gros big walls. Et quand même là, le projet que je viens de réaliser en 2025 avec Kate Kellegan, où on a mis quand même 6 mois de notre vie, entre parenthèses, vers même 8 mois, on a arrêté de travailler, on a mis toute notre énergie là-dedans et aucune femme ne l'avait fait encore. Et c'est vrai que je pense que ça va rester dans l'histoire du Yosemite et j'en suis très fière parce que on a travaillé très dur pour le faire et très heureuse que tout soit bien passé et qu'on se soit pas blessé. Pourquoi c'est important d'être la première femme ou la première ou le premier Ticour pour toi? Parce que je pense que ça ouvre des portes. Je pense que ça ouvre des portes à d'autres femmes et notamment moi j'ai une copine qui est assez novice en escalade au Yosemite, mais qui une fois qu'on avait ça, elle m'a dit mais Laura, moi c'est mon rêve de faire ça comme vous avez fait. Moi je vais m'entraîner sur les big walls, j'adore le Yosemite, je vais m'entraîner, moi aussi je vais le faire un jour. Et quand tu as un retour comme ça, c'est ça c'est la raison pour laquelle je fais, c'est pour inspirer d'autres femmes à se lancer dans de gros projets et à se dire ouais si les mecs le font, nous aussi on peut le faire et à rêver grand et se dire que si on a un petit peu peur de ces projets, c'est sûrement l'endroit où il faut aller parce que ça va nous pousser hors de notre zone de confort. J'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est le cas dans la grimpe extérieure, mais que dans les salles de grimpe, il y a pas mal de femmes. Ouais. C'est assez mixte, voire très mixte. T'en es un exemple. Qu'est-ce qui fait que voilà, ces salles, c'est un environnement où les femmes ont envie d'aller, que ça se passe bien? Parce que je pense que ça peut aussi inspirer plein d'autres Ouais. sports Ouais, bien sûr. qui ont du mal à Ouais. attirer des femmes. Alors je sais pas si c'est de l'autocensure ou s'il y a des choses côté escalade qui ont été mises en place qui donnent envie en fait. Ouais, c'est une super question. Alors moi, je fais quand même de l'escalade que depuis 2017, donc peut-être je suis pas la plus objective. En tout cas, je fais pas de l'escalade depuis 20 ans, donc peut-être que mon opinion n'est pas non plus la plus objective. Mais c'est vrai qu'en salle maintenant, il y a une belle mixité et moi, j'ai pas l'impression quand je vais en salle que je grimpe qu'avec des hommes. Enfin, c'est toujours très mix femmes-hommes, donc ça, t'as raison là-dessus. Alors que dès qu'on va en outdoor et en extérieur, là, c'est vachement beaucoup plus hommes et là, il y a une grosse différence. Et moi, mes premières années d'escalade en extérieur, je grimpais qu'avec des hommes. Et quand j'ai rencontré Brittany Goris aux États-Unis, je lui ai dit mais Brittany, moi j'ai envie de grimper avec des femmes, elles sont où toutes ces femmes? Moi je les trouve pas, je voyage en van mais je grimpe qu'avec des mecs et je lui ai dit mais moi je veux grimper avec des femmes et elle m'a dit mais avec plaisir, on grimpe ensemble, je te prends sous mon aile, je vais te montrer les fissures et moi je l'ai aidé, je l'ai assuré dans son projet au milieu de nulle part. Et du coup c'est donnant et c'est pour ça que je pense que moi je réfléchis là dans ma carrière qui arrive aussi à passer peut-être le DE escalade milieu naturel pour moi pouvoir encadrer des hommes et
et des femmes en extérieur et peut-être voilà créer un milieu où les femmes vont se sentir à l'aise. Surtout, je pense que les premières expériences en extérieur sont hyper importantes. C'est hyper important, je pense, pour les femmes de se sentir en sécurité, de se sentir écoutées, de se sentir à l'aise. Et peut-être que si elles ont une mauvaise expérience dans un groupe peut-être trop mix où elles se sentent pas écoutées, elles ont peur et elles osent pas, peut-être qu'elles vont être dégoûtées durant ces premières séances et qu'elles vont se dire bon non, l'escalade en extérieur, c'est pas pour moi, j'ai trop peur, je suis pas à l'aise, je vais rester en salle. Et moi, je me dis non, les filles, on va y aller et vous pouvez le faire aussi. Et je pense d'avoir un groupe 100% féminin, en tout cas pour les débuts, ça peut vraiment aider. Et après, de s'ouvrir à d'autres groupes mixtes, parce que moi, j'adore grimper avec les mecs, ils sont fonceurs, ils osent y aller. Et je pense que ça, pour les femmes, il faut être entouré d'hommes. Et moi, j'adore grimper avec les hommes, ils ont peur de rien, ils y vont tête baissée, bulldozer, on y va, peur de rien. Et je trouve que nous, ça nous incite à faire ça aussi. Donc peut-être commencer dans un groupe plutôt féminin pour après arriver dans des groupes mixités parce qu'on apprend des deux genres, des femmes et des hommes. Il y a vraiment de belles choses à prendre des deux côtés. Ah, donc toi, ton conseil, c'est peut-être commencer dans cet environnement féminin. Si on trouve aussi. Après, ça, c'est le problème de trouver dans son environnement. Parce que, tu vois, moi, j'en parle parfois avec mes amis S et ES, quoi. C'est de se dire, il y a un côté entre boys, alors, ça va être de la masculinité toxique, mais le côté j'ai froid, j'ai peur, soit tu le dis pas parce que ça se fait pas, soit si tu dis j'ai froid, j'ai peur, t'as tes potes qui regardent, tu dis oh bon, il a froid, il a peur, voilà. Mais tu le fais pas. Et ça, pour le coup, entre femmes ou entre hommes et femmes, ça, je sais que c'est bloquant, mais comment tu conseilles, quoi, quelqu'un les gens qui nous écoutent, il y a plein de couples et souvent le mec essaye de mettre parfois le mec essaie de mettre sa copine à l'escalade et tout ça, et ce côté j'ai froid, j'ai peur, c'est quoi la bonne réaction? Je pense qu'on a un travail des deux côtés, hommes et femmes, mais je pense que les femmes, il y a quand même déjà une intelligence émotionnelle qui est là, et peut-être les femmes mais même par rapport à la société, que les hommes ont été formatés il faut être fort, faut nourrir le foyer, nous on doit défendre le foyer, et donc faut pas montrer ses faiblesses. Et je pense que c'est en train de changer avec les générations, et moi je travaille avec plein d'hommes qui ont entre 20 et 30 ans, et je vois que c'est en train de changer. Il y en a plein, ils me disent moi j'ai un psy, je vais voir tous les 15 jours et ça m'aide vachement. Et je me dis c'est que les générations sont en train de changer. Alors après, je pense que ça va pas se faire du jour au lendemain, mais je me dis il y a une super belle ouverture et c'est vraiment en train de changer. Et notamment, je pense que les femmes ont pas peur de montrer leur vulnérabilité et de dire là moi je le sens pas, moi j'ai peur. Mais des fois peut-être si elles sont dans un groupe mixte, elles vont peut-être le dire, mais elles vont pas être écoutées, on va pas les entendre. Et moi notamment, en fait, moi je suis une grimpeuse et je grimpe des trucs qui font très peur, mais j'ai quand même tout le temps peur. Et par exemple, quand j'ai fait un projet d'escalade de vitesse, pendant 6 mois, j'ai presque pas fait une seule chute en escalade parce que moi, dans l'escalade de vitesse, si je faisais une chute, je pouvais en mourir. Et du coup, quand on revient à l'escalade sportive où il faut se remettre à tomber, il faut se repousser, c'était vraiment pas facile. Et quand j'ai grimpé avec des potes mecs et que j'avais peur de tomber, ils disaient mais Laura, mais pourquoi t'as peur, Laura? Mais attends, comment ça t'as peur? On comprend pas. Et ils comprennent pas, et je le vois, et je vois qu'ils comprennent pas ce que je ressens. Et qu'ils se disent, non, mais Laura, tu viens de faire un truc de faux Yosemite, pourquoi t'as peur d'une chute de 4 mètres? J'en dis, je peux pas contrôler, c'est que là, c'est incontrôlable. J'ai préparé mon esprit à ne pas tomber pendant 6 mois, il faut réussir à déconstruire tout ça dans les semaines qui arrivent. Et alors que quand j'ai partagé ça à d'autres femmes, elles me disent, non, mais t'inquiète, on reprend tranquille, te pousse, fais ce que t'as envie, si tu fais 3 dégaines, tu redescends, on s'en fiche, tu redescends, quoi. Et je pense qu'il y a cette bienveillance où je pense si les femmes commencent l'escalade en falaise et en extérieur entre elles au début, entre femmes, peut-être avec une encadrante femme, mais il y a des encadrants hommes qui sont super et qui, je pense, peuvent les accompagner avec énormément de bienveillance. Notamment, il y a un groupe là qui m'a contacté pour être leur marraine, les Accordés à Aix-en-Provence, où c'est un homme guide il est pas guide, mais il a fait des formations pour être encadrant en extérieur, et m'a dit il y avait un vrai besoin en alpiniste, d'avoir un groupe féminin pour que les femmes puissent prendre le lead, pour qu'elles puissent se sentir à l'aise au niveau des manips, et pour qu'elles puissent à un moment se dire là je prends le lead de la cordée, j'y vais en tête et il n'y a pas de problème. Et il m'a dit qu'en fait elles se sentent 10 fois plus à l'aise, elles apprennent plus de manips, elles gagnent en compétences, et il dit après le but c'est de les amener à revenir dans des groupes de mixité et que ça se passe bien avec les deux. Donc moi je dirais peut-être commencer l'escalade en extérieur avec un groupe féminin, ça peut être le top. Encore faut-il réussir à le trouver, mais ça va changer, ça va se développer, ça va arriver. En tout cas, je vais tout faire pour. Sur le dossier. Je suis sur le dossier, on travaille. Excellent. On va faire que ça change. J'aime bien poser cette question
tu nous emmenais sur tes meilleurs souvenirs, ton moteur, la transmission. Ta plus grosse galère, ça a été quoi? Ah là là, ma plus grosse galère, j'en ai eu pas mal. Moi, j'en ai une qui a été, au moment pas facile, c'est moi un jour, TF1 me contacte, ou en tout cas une productrice de TF1 pour faire Ninja Warrior, l'émission de télé où on fait, du saut d'obstacles. Où moi j'avais toujours un peu regardé, je me dis: «Bon, Ninja Warrior, OK», je regarde le projet, je les contacte, je leur dis: «Bon, pourquoi pas?» Je leur fais une vidéo de présentation, ils me disent: «Bon, bah, écoute, on adore ton dossier, viens te sélectionner». Donc je fais des entraînements à Paris, et en fait, le problème de cette production, c'est qu'ils te disent que 15 jours avant l'émission, si tu es sélectionné ou pas. Donc moi, bonne élève, bah moi je m'entraîne pendant 3 mois à fond. Donc c'est 2-3 séances de Ninja Warrior plus mes séances d'escalade à côté où je fais quand même 1 heure et demie de voiture pour aller à Nice, m'entraîner en Ninja Warrior. Je reviens juste pour 2 heures de Ninja Warrior, apprendre les techniques. Faut quand même se mettre au saut au trampoline, saut d'obstacle. J'étais pas hyper dynamique comme grimpeuse. Donc quand même gros investissements personnels. Et l'émission arrive 15 jours avant, toutes mes copines avec qui je me suis entraînée, tous les copains, tout le monde est sélectionné, sauf moi. On me sélectionne pas. Et là, bah forcément, ça fait mal à l'ego, je pense, et mal par rapport à tout l'investissement que j'avais mis là-dedans. Je me dis, bah merde, j'ai même pas une chance d'aller là-bas et d'essayer. Et notamment, une grosse erreur, je pense que j'ai faite, mais bon, après, à l'époque, je l'ai fait. Je suis quand même allée là-bas à Cannes pour être supportrice de mes copains. Et je me suis dit, bon, à tout moment, ils me prennent à la dernière minute. Il y en a, il se fait une cheville sur le trottoir. Moi, je suis là. J'aurais dit, ah, je suis là quand même. Si vous avez besoin, moi, je suis en forme. Hein. Donc, je me dis, et jusqu'au dernier moment, je suis allée les voir en disant, je suis là, il y a vraiment pas de place, vous êtes sûr. Et donc, en regardant les gens passer, il y avait, je sais pas, par soirée, peut-être 100 personnes qui passaient. Il y avait peut-être 60 personnes qui tombaient dans la première piscine, qui savaient pas tenir une corde. Et donc là, moi, je reviens à Toulon, mais avec une rage le lendemain, j'ai jamais été aussi enragée de ma vie parce que je me dis, là, il y en a, ils ont pas fait une séance de salle Ninja Warrior, ils ont été sélectionnés parce qu'ils se déguisaient en sosie de Justin Bieber ou en déguisement et qu'ils avaient soi-disant une histoire bonne pour la télé. Et ça m'a enragée alors que moi, un peu athlète de haut niveau déjà, qui s'entraîne 3 mois dans les salles et qui investit tout son temps et pas mal de son argent pour faire ça, elle est pas sélectionnée. Et j'avais une copine grimpeuse de haut niveau en bloc qui, elle, est allée aux demi-finales et qui, à un moment, est tombée dans une piscine qui était mal protégée et elle s'est quand même fracturé le pied parce qu'il y avait une marche dans la piscine et elle est tombée pile poil sur la marche. Donc, elle a quand même pas pu grimper pendant 3 mois. Elle était ouvreuse en salle, donc ça l'a mis un peu quand même dans la merde pour sa carrière aussi. Et moi, je partais quand même 15 jours après les Ninja Warriors au Yosemite, où j'ai fait le nose et j'ai vécu la plus belle expérience de ma vie. Donc, a posteriori, à un moment, la vie nous amène à l'endroit où faut aller. Et je pense qu'à un moment, j'ai eu un petit ange gardien, quelqu'un qui m'a dit, bon, le Ninja Warrior, Laura, c'est pas ta voie, hein, c'était bien, ça t'a appris à être dynamique, t'as gagné de l'explosivité en bloc, c'est super. Ça m'a appris quelque chose sans aucun doute. Mais là, on m'a dit, ah, on va plutôt aller au Yosemite qu'au Ninja Warrior parce que moi, je pense dans cette discipline, il y a pas trop de futur et c'est hyper agressif pour le corps. Moi, j'y crois pas et j'ai eu beaucoup de blessures du Ninja Warrior, donc je recommande pas. Alors, c'est fun à faire, allez-y. Si vous aimez vraiment et que vous êtes passionné, bon, faites. Moi, je ferais plutôt du parcours que du Ninja Warrior parce que c'est hyper traumatisant pour les épaules. Il y a tout le temps des chocs sur les épaules. Enfin, moi, j'ai été blessée aux 2 épaules. J'ai eu que des blessures. Alors, et des fois, on fait des plats d'eau où les vertèbres, le cou prend cher. Alors qu'en escalade, j'ai jamais eu toutes ces blessures avant et j'ai jamais été autant blessée qu'en faisant du Ninja Warrior. Mais là, tu m'apprends un truc, c'est que Ninja Warrior, au-delà de l'émission télé, où d'ailleurs on se dit, mais est-ce que certains se sont entraînés ou d'autres pas? Ouais. C'est que tu peux presque en faire le week-end, quoi. Enfin, c'est comme il y a des endroits où tu peux en faire, quoi. Oui, en fait, alors maintenant, je trouve que les salles qui marchent mieux, je me souviens, il y en avait une belle salle à Toulouse où ils font en fait des salles, c'est un peu parcours en mixité avec Ninja Warrior. En fait, c'est un peu des salles de parcours où les jeunes, ils font des saltos, il y a des trampolines, ils peuvent monter à la corde, il y a plein d'activités. Et ça, je trouve ça super sympa, justement, le mix avec le parcours. Parce que si on fait que du ninja, on est tout le temps pendu au bras. Je trouve que c'est hyper agressif et hyper traumatisant. Mais si on ajoute du parcours, je trouve ça hyper fun comme sport. Et moi, si j'avais été jeune, j'aurais pu très bien faire ça et je pense que j'aurais adoré de faire du parcours. Ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que le fait d'être sur les bras, d'être tout le temps sur les bras, Ouais, c'est vrai que le sujet de l'escalade, et c'est vraiment les débutants d'ailleurs en bloc ou en escalade, c'est tout mettre sur les bras. Bien sûr. Alors qu'en fait,
Les jambes. Il faut les pieds. Mais en fait, en escalade, alors même si des fois c'est beaucoup sur les bras, on utilise énormément nos jambes et on met 40% de notre poids dans les jambes. Donc en fait, on n'est jamais pendu non-stop en fait sur les épaules. C'est 40-60 Je sais pas exactement. Et ça dépend de ce que tu grimpes. Des fois, si tu grimpes une dalle, c'est 100% de ton poids dans les pieds, il y a rien dans les mains. Donc tout dépend, voilà, du plan incliné sur lequel tu grimpes, si c'est du vertical, du dévers ou de la dalle. Mais on utilise extrêmement notre bas du corps en fait. Donc c'est moins traumatisant. Et ce qui est traumatisant des fois dans les obstacles de Ninja Warrior, c'est de sauter d'un obstacle à l'autre. Et là, en fait, les épaules prennent un énorme choc, quoi. Et après, peut-être, moi, j'en ai fait que 3 mois, donc je suis pas expert du Ninja Warrior. J'imagine que si on a peut-être un bon coach à côté ou un bon kiné, qu'on fait du renforcement musculaire à côté, ça peut bien se passer aussi. Si on doit parler de tes prochains projets, qu'est-ce que tu as dans les tuyaux Ouais, moi j'ai plein d'idées, j'en manque pas, j'en ai même trop. Moi j'essaie de les recadrer et c'est génial d'avoir une athlète manager parce qu'elle me dit bon Laura, plein de projets, c'est quoi les plus importants? Et ça c'est problématique dans ma vie. Des fois je veux en faire trop, donc voilà, c'est un apprentissage de la vie quotidienne de sélectionner ce qui est le plus important pour moi. Mais mon prochain projet d'escalade, je reviens un peu dans ma région du sud. Ça va être de grimper les 100 plus belles grandes voies de Provence en 50 jours. Donc, je lance un peu la discipline de l'ultra-escalade. Ça n'existe pas encore, mais peut-être que ça existera dans 2 mois où on va grimper quand même. Alors, si on arrive à réaliser le projet, peut-être que c'est impossible, je ne le sais pas encore. On va normalement grimper 21 000 mètres d'escalade et 789 longueurs. Et on va grimper les plus belles grandes voies de Provence qui se situent dans le Verdon, dans les Calanques, à Cap-Canaille, Sainte-Victoire. Donc, c'est ma région, je reviens dans le sud et j'ai une super partenaire qui s'appelle Elsa Ponzo et qui est une grimpeuse hors terre et qui a envie un peu d'aller souffrir avec moi dans ce projet. Donc, je lui dis, allez, go, on y va ensemble et on va voir ce que ça donne. Génial. Écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Laura, un grand merci pour ton temps, pour les échanges. La dernière question que j'aime bien poser sur Mordu, c'est une personne qui t'inspire et que tu aimerais bien écouter sur Mordu. Alors moi, une personne qui m'inspire et qui m'a peut-être d'une certaine manière inspirée pour ce projet, c'est Courtney Dauwalter. C'est une des ultra-traileuses les meilleures au monde. Elle est américaine. Et moi, j'adore sa cotation, sa citation où elle dit que quand elle fait de la course, en fait, au début, elle évitait ce moment où elle rentrait un peu dans la pain cave, donc un peu la grotte de la douleur, et elle essaie de reculer ce moment le plus possible. Et maintenant, elle a un peu changé son état d'esprit où elle a hâte d'arriver dans la pain cave et de la rendre confortable et d'ajouter une salle de bain, d'ajouter une salle à manger et d'arriver à être confortable dans cette grotte de la douleur. Et c'est ce que moi je veux expérimenter à travers ce projet d'ultra-escalade et de voir est-ce que je peux un peu dépasser ces limites physiques et voir si j'ai le mental pour le faire. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Salut Laura. On verra bien. Merci. Ciao. J'espère que cet épisode de Mordu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, @mordulpodcast, pour les coulisses, les punchlines et les actus de la glisse et de l'outdoor. Et si vous avez des retours ou des idées d'invités, écrivez-nous directement. On adore échanger avec vous. Écouter des podcasts, c'est cool. Rider, c'est encore mieux. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mordu. Ciao.